Je me présente, Clément Bouillet, fondateur de SuperIndep, enfin cofondateur de SuperIndep. C'est donc une solution pour gérer toutes vos démarches administratives, déclaration URSSAF, déclaration de TVA, aide à la déclaration d'impôt. On peut parler aussi de CFE, on peut aussi parler de versement libératoire, c'est un peu lié à la déclaration d'impôt. Donc voilà, du coup la solution vous permet d'automatiser un certain nombre de déclarations, notamment URSSAF, TVA, celles qui sont régulières, et de vous aider sur les autres déclarations. On va donc aujourd'hui parler d'un sujet particulier, parce qu'on dit toujours la micro-entreprise c'est super simple, facile, voilà, n'importe qui peut faire. Oui, effectivement, on peut lancer une micro-entreprise, et après il ne faut pas se tromper sur quelques petits détails. Et on peut optimiser certaines choses quand même en micro-entreprise. Alors je ne parle pas de faire des montages fiscaux super compliqués, des choses comme ça. On va rester sur des choses quand même plus basiques, mais liées à la micro-entreprise. Et il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. Déjà, juste première question, qui a déjà une micro-entreprise? Ok, donc les autres potentiels créateurs, c'est bien ça? Donc on va rebalayer rapidement la micro-entreprise pour commencer. Donc, de quoi on parle et quels sont les principaux éléments nécessaires à connaître sur la micro-entreprise. Ensuite, comment on peut l'optimiser et les alternatives de la micro-entreprise. Parce que des fois, quand on a besoin, peut-être que l'optimisation, c'est justement de ne plus être en micro-entreprise. Donc on parlera vite fait des alternatives à la micro-entreprise. Donc la micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle, déjà. Je ne sais pas si tout le monde avait bien conscience de ça. C'est une entreprise individuelle avec un régime simplifié qui est le régime de la micro-entreprise. La micro-entreprise, c'est le micro-social et le micro-fiscal. C'est-à-dire micro-social, c'est les déclarations simplifiées à l'URSSAF. Le micro-fiscal, c'est tout ce qui est le fait de ne pas être à la TVA quand on s'inscrit, le fait de déclarer son chiffre d'affaires aux impôts avec un abattement de 34%, 50%, 71% en fonction du type d'activité et du chiffre d'affaires qu'on déclare dans chacune. Donc voilà, on a les pourcentages ici. Donc les 34%, 50%, 71%, dont je viens de parler. Et le micro-social, donc des taux de cotisation qui vont évoluer sur la profession libérale. Ça, vous devez être à peu près au courant pour ceux qui ont créé ou ceux qui viennent de créer. Bon, il n'y a rien de nouveau. Mais ça va continuer à augmenter un petit peu quand même pour ceux qui viennent de créer et qui ne seraient pas au courant. On va passer à 24,1% en janvier. Et en janvier 2026, on passera à 26,1%. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, la ventilation des cotisations que vous payez avec ces taux de cotisation, c'est ventilé sur les différentes branches de la sécurité sociale. Donc c'est important quand même de savoir pourquoi on paye des cotisations, c'est pas dans le vent. Ça vous permet d'être affilié à la sécurité sociale sur les différentes branches, donc notamment tout ce qui est maladie. Ça, vous avez les mêmes droits que n'importe quel salarié. Vous avez la retraite. Donc jusque-là, en fait, les professions libérales n'avaient que la retraite de base et pas la retraite complémentaire. Et donc, du coup, l'augmentation est là pour couvrir justement ce manquement qu'il y avait. Les services artisanaux et commerciaux, eux, avaient bien une partie des cotisations qui était ventilée sur les deux régimes de retraite, de base et complémentaire. Alors, je ne sais pas si ça vous parle de régime complémentaire et de base. De base, c'est votre pension de retraite de base est calculée sur les 25 meilleures années, alors qu'en complémentaire, on est sur une notion de points. Je ne sais pas si ça vous avait fait un peu cauchemarder au moment de la dernière réforme. Ils essayaient de changer un petit peu tout ça. Mais en tout cas, voilà, on a encore ce mécanisme-là. Et donc maintenant, les professions libérales vont avoir les deux. Donc au niveau des avantages qu'on peut percevoir déjà sur la micro-entreprise, si on n'a pas beaucoup de frais, le fait de payer des cotisations qu'on vient de voir juste avant, beaucoup plus faible que si on était
au réel. Donc si on n'a pas beaucoup de frais, ben, on paye ses cotisations sociales sur la base de ce que j'ai gagné moins ce que j'ai dépensé, ce qu'on appelle le bénéfice. Donc si vous avez un bénéfice qui est quasiment égal au chiffre d'affaires, ben forcément, il vaut mieux payer 23% de cotisation sur ce bénéfice que près de 40% quand vous êtes au réel, en entreprise individuelle ou quand vous êtes en EURL. SASU, c'est encore autre chose. Il y a des choses plus compliquées. Donc il faut bien avoir cette notion de frais en tête. Garder, on a un article qui détaille un petit peu ça, mais en fonction du chiffre d'affaires, ce n'est pas exactement le même pourcentage de frais qui est pris en compte. Mais on a fait une petite simulation après impôt carrément, pour savoir aussi quel est l'impact des abattements pour frais que vous avez, des abattements de 34%, 50%, 71% là, sur le micro-fiscal au niveau des impôts. Et donc on regarde à la fin qu'est-ce qui est le plus intéressant, à partir de combien de pourcentage de votre chiffre d'affaires la micro-entreprise ne devient plus intéressante par rapport au fait de passer au réel. En BNC, donc en profession libérale, c'était juste autour de 15%. Avec l'augmentation des cotisations, forcément, ça va être un peu grignoté. On va plutôt descendre vers les 10% de votre chiffre d'affaires. Donc, je fais une mission, enfin, je fais 60 000 euros de chiffre d'affaires. Il ne faut pas que j'ai plus de 6 000 euros de frais professionnels. Je parle bien des frais professionnels, hein, hors cotisation, évidemment, de l'URSSAF. Quand vous êtes, c'est plus fréquent encore hein, d'avoir cette petite problématique de frais quand on fait de l'achat-revente. Quand on fait de l'achat-revente, il y en a beaucoup qui font de l'achat-revente dans la salle. Ok. Donc achat-revente, d'ailleurs, c'est aussi tous ceux qui font de la transformation. Okay, si vous faites bijoutier, par exemple, pâtissier, boulanger, c'est de la transformation et c'est considéré en achat-revente. Confirmé avec la dame de l'URSSAF, si vous aviez la question, on l'a confirmé avec une dame de l'URSSAF tout à l'heure. Et donc cela, ce qu'il faut, c'est que faut que la marge soit quand même relativement importante. Sinon, les abattements qui existent ne vont pas être suffisamment intéressants. Donc la marge, en gros, on dit un minimum de 40% de marge. C'est-à-dire que si vous vendez quelque chose 100 euros, il faut au maximum acheter à 60 euros. Il faut que ça vous coûte 60 euros. Parce que quand je dis acheter, c'est acheter tout ce qui est frais de livraison, tout ça. Il ne faut pas que ça dépasse 60 euros. Okay, donc il faut qu'il vous reste 40 euros à vous, qui va vous permettre de payer l'URSSAF, de payer les impôts, et que vous ayez encore de l'argent qui reste à la fin. Okay. Ce qui est super simple dans ce régime, c'est que du coup, c'est prédictible. Ça, on sait. Nous, on vous pousse aussi à vous mettre en mensuel. Si vous vous mettez en mensuel, au moins, vous êtes sûr d'avoir, de payer vos cotisations au fur et à mesure. Idem pour la TVA, plutôt que d'accumuler et d'accumuler et d'accumuler pendant 6 mois quand vous êtes en régime simplifié à la TVA, par exemple. C'est assez compliqué à gérer d'un point de vue trésorerie. Nous, on constate statistiquement qu'il y a plus d'erreurs chez nos clients qui sont en trimestriel ou en semestriel à la TVA, qui ont des problèmes de prélèvement typiquement, parce qu'ils n'avaient pas anticipé ou ils avaient un peu trop joué avec leur trésorerie. Donc attention à ça. Bon, le simple à comprendre, hein, ça c'est ce qu'on dit à chaque fois, mais qu'on va un peu démonter aussi quand même aujourd'hui. Il y a des choses qui ne sont pas si simples que ça. Gestion comptable, simplifiée, ça pour le coup on est d'accord. On n'a pas besoin de faire de comptabilité. D'ailleurs c'est pour ça que SuperIndep peut accompagner les auto-entrepreneurs. On ne fait pas de comptabilité à proprement parler. Vous n'avez pas besoin de faire de bilan, de liasse fiscale, des choses comme ça. Ce n'est pas nécessaire, c'est ce que font les experts comptables classiquement. Mais le problème de ça, c'est que typiquement, vous allez demander à votre... vous allez demander, par exemple, pour faire une location ou un prêt, on vous demande de justifier vos revenus. C'est pas évident, ça se fait. Des fois, il faut un peu expliquer. Il y a des gens qui ne comprennent pas forcément le statut en face, qui ne connaissent pas. Bon, maintenant, ça a l'air d'être un petit peu mieux connu.
Et donc, du coup, ce que j'expliquais juste avant, on pourrait se retrouver à payer plus de cotisations, ou en tout cas trop de cotisations par rapport à la marge qu'on fait. C'est-à-dire que j'ai eu un client une fois, véridique, il a acheté des voitures aux enchères, 900 €, il les revendait 1000. Il n'avait pas compris que c'était 100 € qu'il devait déclarer les 1000. Il a compris qu'il devait déclarer les 100 € de marge qui se faisait. Non. Donc là, lui, il fallait absolument qu'il arrête tout de suite parce que sur 1000 €, il payait 123 € de cotisation. Donc ça ne marche pas, quoi. C'est pas possible. Donc la micro-entreprise n'est pas faite pour ça. Après, du coup, tous ceux qui font des services pour les professionnels ne connaissent pas forcément. Ils ne vont pas forcément s'y attarder beaucoup. Les experts comptables sont rarement très enjoués à prendre en charge les micro-entrepreneurs. En fait, ils n'ont pas les bons outils exactement pour faire ça. S'ils doivent faire votre comptabilité complète avec bilan et compagnie, ça leur prend beaucoup de temps. C'est pour ça qu'ils sont plus chers, qu'ils vont vous facturer le même prix qu'à une société, quoi. Et donc, en plus, il y a des spécificités du statut qu'ils connaissent, parce qu'ils ont quand même une bonne culture, ça c'est sûr, on ne peut pas leur enlever, mais qui pratiquent moins que toutes les petites subtilités de la comptabilité d'une entreprise. Pareil, quand on va dans les banques, des fois, on a un peu de mal à se faire comprendre sur non, j'ai pas de bilan, j'ai un chiffre d'affaires, j'ai un abattement, donc mon revenu fiscal. Quand vous commencez à partir dans des explications comme ça, les gens ils vous disent il est en train d'essayer de me rouler, qu'est-ce qu'il me raconte? Donc voilà, des fois ça peut être un petit peu compliqué de ce côté-là. Voilà le schéma que je voulais vous montrer, dont je vous parlais tout à l'heure. Le pourcentage donc, de frais. Donc ici, vous avez le chiffre d'affaires de votre micro-entreprise. Et là, vous avez le pourcentage de frais maximum sur votre chiffre d'affaires que vous pouvez, au-dessus duquel il ne faut pas aller, sinon la micro-entreprise n'est plus intéressante. Donc vous voyez qu'en vert, on est sur l'achat-revente. Je vous parlais des 40% de marge. Ça veut dire que les frais, il ne faut pas qu'ils soient au-delà de 60%. Alors c'est quasi stable. On voit des effets de seuil des fois sur certaines courbes. Pour les professions libérales, on vous a mis les deux, avant nouveau barème et après nouveau barème en 2026. Et donc on voit qu'effectivement, on était même plutôt proche des 20% et on descend aux 10%, voire moins, si on a vraiment des chiffres d'affaires très élevés. Pourquoi ? Parce que en fait, les cotisations, quand vous êtes au réel et que vous avez des très gros chiffres d'affaires, les cotisations descendent assez rapidement. Il y a des effets de seuil sur les cotisations au réel. Ce n'est pas un pourcentage comme en micro-entreprise. Okay. Donc c'est ça qui fait que la courbe n'est pas complètement plate. Et les grosses barres au début, c'est parce que quand vous êtes au réel, il y a des cotisations minimales qui font mal. Donc si vous avez des petits chiffres d'affaires, des petits bénéfices, il faut faire attention à ça, parce que ça peut peser lourd. Les cotisations minimales peuvent peser lourd. Alors, dans les optimisations possibles, on va pouvoir, première chose, on a parlé donc des frais qui peuvent être bien embêtants. Les frais, on peut éventuellement utiliser les débours. Qui a déjà entendu parler de débours ? Pas tant que ça, ok. Donc, les débours, le principe, c'est que vous allez avancer des frais pour votre client. Alors souvent, on parle peut-être plutôt de comment je fais des notes de frais. La notion de note de frais, c'est pour des salariés. La notion de note de frais, vous ne travaillez pas pour une société, vous ne travaillez pas pour votre patron. Donc vous ne faites pas des notes de frais, vous faites des factures à votre client. Okay, vous ne travaillez pas pour un patron, vous travaillez pour un client. Et vous n'avez pas le droit de faire des notes de frais à un client. Ce que vous pouvez faire à un client, c'est des factures. Vous pouvez lui refacturer vos frais. Vous avez le droit de faire de la marge sur les frais, s'il est d'accord, s'il ne vous demande pas les justificatifs.
Après, il peut vous demander à refacturer les frais au réel. S'il vous demande s'il est OK pour vous rembourser les frais au réel, typiquement, ça peut être intéressant de passer sur les débours. Le mécanisme des débours, ça permet quoi? Ça permet de ne pas mettre ces frais-là, qui donc, comme ils sont facturés, devraient faire partie de votre chiffre d'affaires. En mettant ça en débours, ça les exclut de votre chiffre d'affaires. Donc vous n'avez pas du coup à les déclarer à l'URSSAF. Vous n'avez pas à mettre de TVA dessus non plus. Il y a une petite particularité sur la TVA sur les débours. Mais le fait de ne pas les déclarer à l'URSSAF, ça c'est super intéressant. Okay, ça évite de payer des cotisations sur quelque chose sur lequel vous faites zéro marge, vu que vous refacturez tel quel les frais. Pour que ça fonctionne, donc il y a plein de petites conditions. Il faut déjà que le client soit d'accord, parce que le client, vous allez faire les factures à son nom. Vous allez être juste un intermédiaire de paiement, en fait. Il faut vraiment vous voir comme ça, comme un intermédiaire de paiement. Donc il faudra que les factures soient au nom du client. Donc pour pouvoir faire ça, il faut quand même que le client soit d'accord et qu'il vous l'ait bien écrit. Il dit OK, pas de souci, pour faire fonctionner sur le mode des débours, vous allez lui fournir les factures et lui va pouvoir les enregistrer dans sa comptabilité à lui. Il faut donc que ça soit uniquement, donc vous refacturez le TTC au centime près. Vous n'avez pas le droit de marger dessus. Sinon, vous ne pouvez pas le passer en débours. Et je crois que c'est à peu près ça les conditions. Et donc, vous pourrez l'exclure de vos déclarations de TVA, de CA. Ah oui, vous n'appliquez pas la TVA du coup sur les débours si jamais vous êtes à la TVA. C'est clair sur les débours? OK. Alors, à voir, effectivement. D'ailleurs, vous avez un des partenaires, donc Super Indep est partenaire de l'Union des auto-entrepreneurs. Et dans les partenaires de l'Union des auto-entrepreneurs, vous avez aussi WeShake. Je ne sais pas si vous avez vu le stand WeShake, qui a une solution justement pour gérer les débours. C'est intéressant, c'est une solution de paiement. Ça fait aussi outil de facturation. J'ai eu une petite présentation tout à l'heure. C'est plutôt intéressant. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Ça peut sécuriser vos clients, typiquement, de passer par ce fonctionnement-là. La TVA. Qui a la TVA ici dans la salle? Ok, vous n'êtes pas très nombreux non plus. Les autres, vous êtes sûrs de ne pas avoir dépassé les seuils? Non, c'est assez fréquent. Vous les avez, les seuils, ici. On n'a pas remis toutes les clauses, mais si vous voulez, toutes les règles. Il y a 3 règles principales pour savoir si on est à la TVA ou pas. Donc, par défaut, vous n'y êtes pas. Mais si vous avez dépassé des seuils, selon les 3 règles, donc soit règle sur la première année, soit dépassement, soit vous êtes entre les 2 seuils sur 2 années consécutives, soit vous avez dépassé le seuil majoré. Globalement, si on fait simple, c'est ça les 3 règles. Elles sont ici en fait. Donc du coup, ça peut être intéressant d'y passer aussi à la TVA. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir dépassé les seuils. Donc cas assez classique, c'est ceux qui sont vidéastes, photographes, qui ont souvent pas mal de matériel à acheter. Et donc pouvoir déduire la TVA sur votre matériel, ça peut être non négligeable comme remboursement, enfin comme frais évités, quoi. Okay. Donc vous avez le droit de déduire la TVA uniquement quand vous facturez vous-même la TVA à vos clients. Donc ça peut être une façon d'optimiser ça. Dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est bien vérifier l'impact que ça peut avoir sur vos clients. Si vous avez des clients professionnels, a priori, la plupart des clients professionnels n'ont pas de souci à ce que vous leur facturez la TVA en plus, parce qu'eux, ils vont la récupérer. De la même façon que vous récupérez la TVA sur un appareil photo, par exemple, eux, ils vont récupérer la TVA sur votre prestation. Il n'y a que quelques domaines, genre professionnels de santé, ils ne vont pas pouvoir, parce qu'eux-mêmes ne facturent pas la TVA, donc ils ne peuvent pas la récupérer. L'enseignement supérieur aussi, en général. Tout ce qui est dans l'enseignement et formation aussi, formation professionnelle, ils ont des exonérations de TVA en général. Donc, quand le client est exonéré,
il ne va pas pouvoir récupérer la TVA sur vos prestations. Et là, ça peut poser un petit peu problème. Et donc, dans ces cas-là, des fois, il vaut mieux, tant pis, on paye la TVA sur ses achats. Mais si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de souci. Pour les particuliers, eux, a priori, vous aurez toujours à leur facturer la TVA. Donc, à prendre en compte, soit parce que vous pensez que vous allez dépasser les seuils, soit à se dire, effectivement, au début, je peux avoir des frais sur lesquels je peux récupérer la TVA, même si, in fine, normalement, vu que la TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée, si vous récupérez plus de TVA que vous n'en payez aux impôts, c'est qu'il y a un souci, et qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc du coup, s'il n'y a pas de valeur ajoutée, a priori, vous ne faites pas beaucoup d'argent. Il y a un petit trick dans ce point-là, c'est il y a des gens qui facturent la TVA qu'à 10%. Par exemple, tous ceux qui font de la rénovation énergétique vont être à 10% en remplissant les bons papiers avec le client. Ils vont pouvoir demander à passer à 10% sur la TVA. Donc, ils facturent 10% de TVA, mais par contre, sur tout ce qu'ils achètent, ils sont à 20%. OK ? Donc, il y a une possibilité quand même d'optimiser de ce côté-là. Donc, TVA, à bien garder en tête, oui. Alors, si effectivement, je creuse un petit peu les différents seuils. Donc, vous avez le seuil de franchise, c'est le premier seuil où normalement vous devriez passer à la TVA, mais en fait il s'applique que dans 2 cas. C'est prorata de chiffre d'affaires la première année d'activité. Donc c'est que dans ce cas-là qu'il faut le considérer, ou quand vous le dépassez 2 années de suite, que vous dépassez le seuil de franchise, mais que vous ne dépassez pas le seuil majoré. Si pendant 2 années vous faites 37 000 € de chiffre d'affaires, vous devrez la TVA le 1er janvier qui suit. Il y a une prise d'effet à retardement. Si vous dépassez, et donc ce seuil majoré, c'est un seuil de tolérance. Si vous dépassez ce seuil de tolérance, là, dans tous les cas, vous devez passer à la TVA le mois où vous le dépassez. Tout statut. Ça, les règles de TVA, elles s'appliquent à tous les statuts. Alors en général, quand vous êtes dans d'autres statuts, vous êtes souvent déjà à la TVA. Je ne sais pas à quel statut vous pensiez, mais ça concerne vraiment tout le monde. La TVA, ces règles s'appliquent à tout le monde, mais en général, il y a que les micro-entrepreneurs et les entreprises individuelles qui sont par défaut sans TVA. Mais dans une société, vous pouvez créer une SASU et dire « je ne veux pas être à la TVA ». Mais c'est un choix à faire au début. Vous pouvez leur dire « je veux être en franchise de TVA ». En SASU, et dans ces cas-là, il faudra surveiller ces seuils aussi. C'est bon pour la question sur le seuil majoré. OK. Sur l'imposition, donc le versement libératoire, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Qui a pris le versement libératoire? Vous êtes sûr que vous y avez le droit? Alors, vous avez coché la case. Alors, on voit sur les réseaux sociaux souvent « cocher la case, c'est trop bien ». Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc, c'est le gros message en jaune ici, avec plein de termes abscons. Donc, le versement libératoire, déjà, si on explique rapidement ce que c'est, pour ceux qui ne l'auraient pas coché la case. Donc, c'est effectivement à la création, vous avez le versement libératoire, oui, non. On ne vous dit pas si vous avez le droit. Enfin, si, il y a une petite bulle d'aide, je crois, sur l'INPI maintenant. Donc, le versement libératoire, le principe, c'est de dire je paye mon impôt directement en même temps que les cotisations sociales. Donc, le pourcentage est ici. Donc, si on prend pour de la prestation de service libéral, on est sur 2,2%. Donc, vous aurez les 23,1 plus les 2,2% à payer à l'URSSAF. Et donc, dans ces cas-là, vous êtes libéré de l'impôt. Okay. Versement libératoire de l'impôt sur le revenu, si on met le truc en entier. Ça ne veut pas dire que ça vous exonère de faire la déclaration d'impôt. Hein. Vous devez faire votre déclaration d'impôt dans tous les cas. Okay. Déclaration d'impôt, c'est juste que si vous êtes au versement libératoire, vous ferez votre déclaration d'impôt dans la case qui va bien. En disant au début, soit je suis revenu professionnel non commerciaux,
soit je suis, je ne sais plus comment elle s'appelle la case, mais l'autre c'est micro-entrepreneur. Et celle-là, on a envie de la cocher parce qu'il y a marqué après micro-entrepreneur. On fait ah bah oui, ça c'est moi. Mais en fait, ça c'est que quand, entre parenthèses, vous êtes au versement libératoire. Donc si vous êtes au versement libératoire, vous remplissez les cases dans cette page. Si vous n'êtes plus au versement libératoire, c'est dans l'autre case, dans l'autre revenu professionnels non commerciaux pour les prestations de services libérales. Et puis après, sinon, il y a revenus professionnels, commerciaux, artisanaux. Voilà, il y a les différentes pages pour déclarer ça. 2,2% de, allez, on va dire 50 000 euros de chiffre d'affaires. Ça fait 1 100 euros d'impôt. OK ? Sur 50 000 euros de chiffre d'affaires. OK, c'est rien du tout. 50 000 euros de chiffre d'affaires, fais le calcul de tête. Ça va être, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à me mettre le même chiffre à chaque fois. Je me rends les choses compliquées à chaque fois. Mais je donne un exemple de calcul d'impôt pour les 50 000 euros. Les 50 000 euros, on va faire donc en prestation de service libéral pour comparer. On va être, donc abattement de 34%, on va être autour de 17 000 euros d'abattement. Donc ça veut dire qu'on est à 33 000 sur les 50 000. Okay, on est à 33 000 de revenus imposables. Tout le monde a bien en tête le calcul de l'impôt en France. Tout le monde paye 0% sur les 11 000 premiers euros qu'ils gagnent. Les 18 000 euros qui suivent, de 11 000 à 29 000, on paye 11%. Après, on paye 30%. Il n'y a pas de mauvaise blague du genre je gagne 2 euros de plus et tout d'un coup je passe de 11 à 30. C'est pas ça. C'est les 2 euros de plus que vous avez gagnés qui sont à 30%. Tout ce qu'il y a avant, c'est toujours même chose. Donc il n'y a pas de mauvaise blague dans le calcul des impôts. Plus vous gagnez, plus vous gagnez. Mais plus on vous en prend sur ce que vous gagnez en plus. OK ? Si on résume. Donc sur les 33 000, de 0 à 11, 0. Bon, je simplifie les chiffres, c'est 10 900 quelque chose. Donc de 0 à 11, 0. De 11 à 29, donc 18 000 euros qui sont à 11%. Donc ça fait 1800 sur 18 000, ça fait 1800 plus, ça fait 1980. OK ? À peu près 2 000 euros d'impôt. On est déjà, rien qu'avec cette tranche-là, on est déjà au-dessus de ce qu'on a payé au versement libératoire. Et après, on a encore les 30% sur les 4 000 euros qui restent, de 29 000 jusqu'à 33 000. Donc 30%, on est à 1 200 euros de plus. Donc on est à 3 200 euros d'impôt pour 50 000 euros de chiffre d'affaires, pour une personne seule. Je ne vais pas vous faire toutes les simulations possibles et imaginables, parce qu'il faut cumuler ça au revenu du conjoint, divisé avec le nombre de parts si vous avez des enfants et tout ça, donc ça peut être beaucoup plus compliqué. Mais donc, il faut comparer que le versement libératoire pour 50 000 euros de, versement de chiffre d'affaires, on paye, au lieu de payer 3 200, on paye, on a dit, 1 100. OK ? Donc ça fait quand même une belle optimisation qui donne envie effectivement de cocher la case. C'est-à-dire donc moins cher d'impôts. Pardon ? Avec le versement libératoire, clairement. Par contre, avec 50 000 euros de chiffre d'affaires, vous allez payer les mêmes impôts que quelqu'un qui gagnerait 33 000 nets d'impôts, qui aurait un net imposable de 33 000 nets, c'est-à-dire un peu moins de 3 000 euros par mois, quoi. Ouais, oui, c'est ça. 4 000 nets de salaire, ça va être autour des 5 000 d'impôts, je pense, effectivement, sans trop de problème. Mais là, si on avait un équivalent de 4 000 nets, 4 000 de revenus imposables après l'abattement des 34%, donc ça veut dire qu'on serait autour de 72 000 de chiffre d'affaires. 72 000 de chiffre d'affaires, on est à peu près à 4 000 nets. Du coup, on paierait la même chose que le salarié. Le chiffre d'affaires, c'est avant les cotisations sociales. Oui, alors après, du coup, effectivement,
L'abattement des 34%, il inclut donc les 23% que vous payez à l'URSSAF, plus prise en compte de frais professionnels que vous n'avez pas eu le droit de déduire. Mais si vous n'avez pas de frais de professionnels, c'est de l'argent qui est non imposé, qui est dans votre poche. Donc qui est intéressante effectivement par rapport à un statut salarié. Après, il faut quand même faire attention aux comparaisons. Il y a aussi d'autres choses qui vont moins bien par rapport au salariat. C'est vous payez beaucoup moins de cotisations. Okay, je ne sais pas si vous êtes au clair là-dessus, mais on paye beaucoup moins de cotisations que ne coûte un salarié à une société. Donc moins de cotisations, c'est moins de droits. Et les moins de droits, c'est quoi? C'est pas de chômage et un peu moins de droits à la retraite. Enfin, pas mal moins de droits à la retraite. C'est-à-dire qu'il y a toujours, je vous disais tout à l'heure, les cotisations retraite de base et complémentaires, mais le montant versé, vu qu'il est inférieur, du coup, au moment de partir à la retraite, vous avez aussi moins de droits. Vous avez le même nombre de trimestres, probablement, si vous avez fait les 10 000 € de chiffre d'affaires à peu près qu'il faut faire annuellement pour avoir les 4 trimestres. Donc ça, vous avez vos trimestres. Mais le calcul de la retraite, ensuite, il se base sur ce que vous avez versé pendant toute votre carrière. Et donc là, vous en versez moins. Donc comme vous en versez moins, vous aurez une retraite moins importante. Okay, donc l'argent que vous avez en plus, finalement, il faut peut-être plutôt le voir comme de l'argent que vous mettez dans l'épargne que vous avez envie. L'épargne qui vous intéresse, soit la pierre, soit la bourse, soit... faites attention à ne pas tout perdre, mais voilà. En tout cas, c'est vous qui choisissez votre épargne pour vous constituer un capital ou un patrimoine pour votre retraite. OK ? Donc le versement libératoire, il y a quand même un autre truc auquel il faut faire attention, c'est qu'il faut que ça soit intéressant. Ah, attendez, je prends la question juste après. Je termine juste sur ce point-là. Le versement libératoire, il faut que ça sera intéressant si vous êtes imposable. Parce que je reprends mon exemple, vous avez 15 000 € de chiffre d'affaires, abattement de 34%, vous n'avez pas d'autres revenus à côté, je parle que dans le cas où vous n'avez pas d'autres revenus à côté. Vous êtes à 10 000 €, 10 000 € vous n'êtes pas imposable. Vous ne payez pas d'impôt, alors qu'avec le versement libératoire, vous allez verser vous allez payer du coup sur 15 000, vous allez payer 150 € d'impôt, quoi. Okay, 160 € d'impôt, à peu près. Donc faites attention à ça aussi. Versement libératoire potentiellement n'est pas intéressant de ce côté-là. Alors, il y a plusieurs questions sur le sujet du versement libératoire, c'est ça? Ok. Est-ce que vous pouvez vous approcher au micro ou pas? Comme ça, vous posez la question au micro. Tous les deux, allez-y. Reconfirmation. En gros, tu as parlé du fait que là, pour les 10 000, etc., ça pouvait être pas forcément intéressant, mais globalement, en fait, dès que tu vas être plus de 10 000, ça va être intéressant. Alors, c'est pas mal plus que 10 000. En gros, okay. Il va falloir que les 2,2%, si on tient compte des 34%, en fait, ça revient à 3,3% du revenu imposable. 3,3% du revenu imposable. On est à 0 au début. Après, on monte à 11%. Donc forcément, à un moment donné, les 11%, ils vont commencer à peser sur, si on calcule le taux global d'imposition, on appelle ça, le TGI. Ce taux global d'imposition, à un moment donné, il va monter. Avec les 11%, au fur et à mesure, les 11% vont peser de plus en plus lourd par rapport à tout ce qui était à 0%. Et donc, à un moment donné, on va se retrouver à au-dessus de 3,3% de TGI, de taux global d'imposition. Et là, effectivement, le versement libératoire commence à être intéressant. Pour les BNC, c'est autour de 25 000 € de chiffre d'affaires. Ouais, okay. En dessous de 25 000 € de chiffre d'affaires, en plus, il y a des petits mécanismes d'exonération d'impôts qui font qu'on est plutôt à 25 000 € de chiffre d'affaires parce qu'il y a des abattements. Bref, c'est dans le calcul des impôts. C'est pas aussi simple que celui que je vous ai fait sur des revenus faibles. Vous vouliez poser une autre question au fond de la salle? C'est The Voice en fait, non? C'est ça.
En fait, j'ai 2 questions. C'était lié à ce que le jeune homme vient de poser. En BNC non réglementé, enfin du coup activité libérale non réglementée, si j'ai bien compris, c'est à partir de 25 000 € de CA, on peut souscrire à un versement libératoire. Si c'est en dessous, c'est pas intéressant, c'est ça? Voilà, c'est pas on peut, ça devient intéressant à partir de 25 000 € de chiffre d'affaires. On est à peu près à l'équilibre, quoi. Le point à 25 000, c'est on paye à peu près autant en versement libératoire que si on était à l'impôt réel. Mais du coup, si on risque de ne pas atteindre les 25 000, il vaut mieux pas prendre le versement libératoire. Parce que sinon, on paye plus de versements libératoires. Alors après, ce n'est pas des centaines. Vous avez vu, là, je vous ai fait le cas sur 10 000. C'est 150 € d'impôt. Mais bon, c'est toujours 150 € d'impôt. Okay. Et est-ce que... moi, j'ai ouvert mon entreprise, ma micro, en février. Donc, je n'ai pas pris le versement libératoire parce que je me suis dit, si déjà je fais 1 000 € de chiffre d'affaires, c'est génial. Vous avez bien fait. Voilà. Mais est-ce que si, par l'opération du Saint-Esprit, mon activité d'école, est-ce que il y a possibilité de passer en versement libératoire si je fais 100 000 € de chiffre d'affaires? Très bonne question. On peut effectivement changer son option du versement libératoire, mais seulement une fois par an. Pour l'année suivante, il faut le faire avant le 30 septembre de l'année d'avant. Donc là, en gros, il vous reste quelques jours pour décider si vous l'activez ou non pour 2025. Enfin, si vous changez l'option. C'est pas, voilà. Si vous êtes désactivé, vous restez désactivé par défaut. Et si vous voulez l'activer, il faut le demander avant le 30 septembre 2024. Okay. Et si vous vous êtes trompé, parce que du coup, il y a une autre condition, c'est qu'il ne faut pas avoir trop gagné avant. Donc vous étiez peut-être en salarié, vous avez peut-être eu une période de chômage, donc les revenus sont un petit peu descendus. Mais quand même, il y a 2 ans, vous aviez peut-être encore votre emploi salarié et vous gagnez peut-être plus que le revenu qui permet d'avoir le droit au versement libératoire. Donc pour 2025, c'est même plus que ça. Ça, c'était en 2022. On a oublié de mettre le chiffre à jour. Mais le chiffre à jour, c'est autour de 29 000 €. Donc vous regardez votre avis d'imposition N-2. Donc on est en train de se poser la question de est-ce que j'ai le droit au versement libératoire pour 2025 ? Mon revenu N-2, c'est celui de 2023. Mon revenu 2023, je le trouve sur l'avis d'imposition que j'ai reçu pendant l'été, suite à ma déclaration d'impôt des revenus 2023 que j'ai fait en 2024. Okay. Donc avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023, vous allez trouver sur la première page le revenu fiscal de référence et juste en dessous le nombre de parts. Petite blague, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, c'est pris en compte. Si vous avez cumulé micro-entreprise avec chômage, les revenus du chômage sont pris en compte. Okay. Donc on fait la division entre ce revenu fiscal de référence et le nombre de parts. Ça nous donne un revenu par part et il ne faut pas qu'il soit supérieur à 29 000 €. Chiffre exact à retrouver, vous cherchez sur Super Indep, plafond important, vous avez une page où on résume tous les plafonds à avoir en tête pour rien louper sur la micro-entreprise. Donc ce qu'on appelle là le RFR, c'est le revenu fiscal de référence. Okay. C'est ce chiffre qui est sur la première page donc, de votre avis d'imposition. Donc réflexe à avoir à toutes les rentrées. J'ai reçu mon avis d'imposition, je vérifie si j'ai le droit au versement libératoire. Okay. Si vous ne voulez pas oublier, vous vous inscrivez à la newsletter de Super Indep qui ne coûte rien. Vous aurez juste un petit mail par mois. Et le petit mail du septembre, c'est vérifier votre versement libératoire. Systématiquement, on le remet. Voilà. Alors, non. En fait, on s'est dit qu'on pourrait effectivement faire quelque chose, genre on dépose son avis d'imposition et puis le simulateur récupère directement les chiffres. Sinon, c'est juste une division en fait. Hein. C'est juste une division et regardez le chiffre qui est actualisé tous les ans. Hein. Tous les ans, il change. En fait, ce chiffre-là, c'est le seuil haut
de la tranche à 11% dans la déclaration, enfin dans le barème des impôts. Ah, d'accord. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, non, pour l'instant, on le fait plutôt au cas par cas, mais c'est vrai que ça peut être assez compliqué. Du coup, je sais que sur toutes les créations, typiquement, nous, c'est un point d'attention. Sur toutes les créations, on va demander aux gens combien vous pensez faire. Mais cette question, ils sont pas forcément, enfin, on n'est pas forcément super à l'aise quand on démarre. On fait, j'en sais rien combien je vais faire. J'espère faire ça, mais peut-être que je vais pas y arriver. Quelqu'un avec qui je vais faire une création là bientôt, elle m'a dit, je sais pas, peut-être que cette année je ferai pas plus de 10 000. Et puis là, elle vient de m'écrire, c'était il y a une semaine, hein, et là elle vient de m'écrire, elle me fait, peut-être que je vais faire 30 000. Je fais, oui, ça change tout. C'est radicalement différent, effectivement. Parce que là, tout d'un coup, elle se retrouve à la TVA alors qu'elle avait une micro-entreprise toute simple. Elle va se retrouver à la TVA assez rapidement. Donc, bien faire attention en tout cas à ces sujets-là. Si vous avez besoin, éventuellement, justement, on a créé Super Indep pour ça. Hein. Si vous voulez creuser ces sujets-là. Et puis après, profitez aussi de contenu qu'il y a sur le site. Il n'y a aucun problème. On a plein d'articles, de vidéos, chaînes YouTube qui permettent de faire un peu le tour de ces différents sujets. Alors, il y a des petites exonérations possibles. Exonération de CFE. Ça, il faut regarder. Alors, la première année, c'est automatique. La CFE, cotisation foncière des entreprises. Hein. Tout le monde y est assujetti. Mais après, il y en a qui ont des exonérations. Il y a des activités qui ont des exonérations. Je pense notamment aux artistes-auteurs. Il y a des endroits, tout ce qui est zone franche, zone prioritaire dans certaines villes, des choses comme ça, qui vont être exonérés. Donc ça peut être intéressant d'aller mettre son siège social là-bas, par exemple. À noter qu'il y a un truc qui est, je sais pas, de plus en plus répandu. Là, j'ai l'impression qu'il y a des sociétés de domiciliation qui sont fait un business là-dessus, qui disent venez vous immatriculer à Paris, parce qu'à Paris, la CFE, elle est très basse. Paris Intramuros, elle est à 70 €, la CFE, imbattable, il n'y a pas moins. Et donc, du coup, il y a des domiciliateurs, des sociétés de domiciliation qui proposent venez vous domicilier à Paris. Sauf que pour les professions libérales, le SIE retoque ça, en fait, et dit OK, vous êtes domicilié là-bas, il n'y a pas de souci, mais par contre, pour votre CFE, c'est chez vous. Donc, ils ont l'adresse de chez vous aussi. Hein, ils calculeront la CFE sur chez vous et pas sur la domiciliation. Donc, au final, vous vous retrouvez à payer la domiciliation et la CFE. Donc, si vous avez fait la domiciliation juste pour ça, dommage. Voilà. Alors, la CFE, il y a un minimum de toute façon. Donc, même si vous êtes chez vous, et que vous déclarez 0, vous aurez quand même un minimum de CFE. Vous avez une déclaration de CFE à faire. Non, il y a quand même. En fait, la CFE, c'est pas. Alors, c'est effectivement adossé sur le foncier de l'entreprise, mais c'est pas purement pour taxer le foncier de l'entreprise. C'est qu'il leur fallait une base en disant, plus l'entreprise elle occupe de l'espace, a priori, plus elle fait, elle est sujette à la CFE. Mais vous, toute entreprise, même si vous avez travaillé sur votre table, vous mobilisez des services de l'État pour le suivi, service d'impôt des entreprises, le fonctionnement de l'URSSAF qui est quand même un peu financé par l'État, voilà, des choses comme ça. Du coup, il faut que ça soit financé. Et donc, ces cotisations foncières des entreprises sont là pour financer ce genre de choses. Donc, vous avez un minimum à payer. Le problème, c'est que c'est 70 € à Paris, mais ça peut monter à 1 500 € à certains endroits par an. Donc, est difficile, très très difficile de savoir le montant à l'avance. Je vais vous rassurer quand même, en moyenne, on est plutôt, nous, sur nos clients. On commence à avoir une petite base de clients assez intéressante quand même pour regarder la CFE. On est en moyenne autour de 500 € de CFE, ce qui fait déjà pas mal. Hein, mais on en a très peu qui sont au-delà de 1 000 €. Donc on a beaucoup qui sont quand même autour de entre 400 et 600 €. Quoi.
Exonération de TVA, ça, pour certaines activités comme la formation. Donc vous pouvez demander, si vous faites de la formation, même si vous dépassez le seuil, vous pouvez demander à être exonéré de TVA. Il y a des professionnels aussi de la santé qui peuvent être exonérés de TVA. Donc regardez en fait ce qui est possible. Donc pour la formation, typiquement, il faut demander à être enregistré comme organisme de formation. Ça vous donne quelques obligations, hein. Après, vous êtes enregistré à la DRITS, vous devez faire un bilan pédagogique et financier tous les ans. Mais ça permet de ne pas être à la TVA. Et donc, quand on n'est pas à la TVA, globalement, on est plus concurrentiel. Okay, parce que les formations, en général, on les vend via des organismes de formation qui eux-mêmes ne sont pas à la TVA. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas... si vous leur facturez la TVA, soit ils ne vont pas être contents, c'est trop cher, soit vous devez baisser vos prix et donc, du coup, vous gagnez moins. Donc, vous avez quand même intérêt à faire ça aussi de votre côté. Ensuite, il y a l'ACRE, avec un C ou 2C, peu importe. Avant, c'était 2C, maintenant, c'est un seul C. Donc, c'est l'aide à la création, reprise d'entreprise. C'est une exonération des cotisations. Il faut être vigilant juste sur une chose. C'est déjà d'être dans les clous et d'avoir le droit de l'avoir. Donc, de toute façon, vous devrez envoyer les justificatifs après la création de votre entreprise. Globalement, c'est avoir moins de 26 ans ou moins de 30 ans et inscrit plus de 18 mois plus de 6 mois au cours des 18 derniers mois inscrits à Pôle emploi, même si vous n'avez pas eu le chômage. Être indemnisé au chômage, ça automatique. Après, il y a des personnes avec des handicaps aussi qui peuvent avoir aussi ça. Et donc, c'est pendant le trimestre civil en cours, plus les 3 qui suivent après. Donc, à la création, faites attention. Là, j'en parle là maintenant. S'il y en a qui vont avoir l'ACRE, faites pas votre création là aujourd'hui, parce que vous cramez un trimestre sur 6 jours. C'est la fin du trimestre, c'est dans une semaine. OK ? Donc, du coup, créez votre micro-entreprise au 1er octobre. Vous allez gagner un trimestre d'ACRE. Okay, c'est un point d'attention important. C'est ça, c'est la date de début d'activité, de dépôt de la demande, date de début d'activité, effectivement, parce que quand on dépose la demande, on peut la demander avant ou après. Vous pouvez faire votre création aujourd'hui en demandant le démarrage au indice, au 1er octobre. Pas de problème à faire ça. Donc au maximum 12 mois, 1 an de cotisation limitée, réduite de 50%. C'est vraiment intéressant comme mécanisme à ne pas oublier. Donc les alternatives à la micro-entreprise, c'est à partir du moment où on atteint les seuils. Donc on les a rappelés ici. Donc 77 700 sur tout ce qui est prestation de services. On a mis les seuils qu'il y avait avant en 2022, mais en 2024, on est à 77 700. Sur la prestation de services, que ce soit commerciale, libérale, artisanale, peu importe. Donc on fait la somme. Si on a un mélange commercial et non commercial, on fait la somme des deux. Ce n'est pas deux seuils distincts. Et sur l'achat-revente, si on n'a que de l'achat-revente, on est donc à 188 700 sur l'achat-revente. Et si on a un mélange achat-revente et prestations, typiquement tous les artisans, plombiers, électriciens, qui peuvent fournir du matériel et en même temps faire la main-d'œuvre, on va compter l'ensemble du chiffre d'affaires et on va le comparer aux 188 700 €. Et on va aussi regarder que rien que sur la prestation de service, on ne dépasse pas, sur la main-d'œuvre, on ne dépasse pas les 77 700. C'est clair là-dessus ? Alors oui, pardon. Du coup, on a le droit à 2 ans, on a le droit de dépasser, ce n'est pas interdit de dépasser. Des fois, on me pose la question aussi, jusqu'à combien on a le droit de dépasser ? Allez-y. On a eu des 250 000 € déjà, je crois, en record. Nous, un client qui fait 250 000 € sur une année. Donc, pas de problème pour dépasser. Et c'est juste que si vous dépassez 2 années de suite, alors vous êtes obligé de sortir de la micro-entreprise l'année d'après. Okay, donc, vous pouvez faire 2 années à 250 000. Et attention au prorata, c'est le prorata de la première année. Vous créez au 1er octobre, ça fait un quart de l'année d'activité. Donc, vous avez le droit à un quart de 77 700. OK ? Sur cette année.
On parle de chiffre d'affaires encaissé. Très, très important. Parce que vous commencez en octobre, vous faites votre première facture fin octobre, par exemple. Si le client il a plus d'un mois, il vous paye à 35 jours, votre première facture, vous allez l'encaisser début décembre. Ça veut dire que vous aurez encaissé que la facture d'octobre sur 2024. Je vous souhaite de dépasser un quart de 77 700 sur un mois de facture, mais c'est pas sûr. Donc ce n'est pas 3 mois de facture qu'il faut prendre en compte sur 2024. Parce que la facture de novembre, vous serez peut-être payé que le 3 ou 4 janvier. Attention quand même, si l'entreprise, des fois, ils ont envie de passer les choses sur l'exercice. Donc là, tout d'un coup, ils sont pressés de vous payer. Et ils vous payent en avance. Et là, tout d'un coup, vous faites « je ne m'attendais pas à être payé le 30 décembre, juste avant la limite, et puis de retrouver à avoir dépassé le seuil. » Donc, voilà, soyez au clair avec votre client sur les délais de paiement et les dates de paiement. Et en cas de sous-traitance, est-ce que ça rentre en compte dans les seuils? C'est-à-dire, c'est vous qui faites de la sous-traitance? Non, j'emploie des sous-traitants. Ouais. Et donc ça rentre dans l'encaissement et après je ressors. Du coup, ce qui rentre dans les seuils, c'est votre chiffre d'affaires à vous. Donc c'est avec les sous-traitants. Donc, du coup, oui, voilà. Et alors, les sous-traitants, faites attention, parce que les sous-traitants, ils augmentent les frais. Hein. Donc, quand je parlais des pourcentages de frais là, sur la courbe, les sous-traitants, ils peuvent peser assez lourd, assez rapidement. Donc, ça peut rapidement, typiquement, être une condition qui fait qu'à partir du moment où je commence à trop sous-traiter, c'est plus intéressant de passer au réel. Donc, ça, on parle bien du chiffre d'affaires. Voilà, alors 250 000 euros. 250 000 euros, il va payer l'URSSAF, donc pas mal. Ça va faire près de 50 000 euros d'URSSAF. Il va payer abattement de 34%, on sera autour de 170 000 euros. 170 000 euros, vous êtes dans les... C'est stratosphérique, hein, ça commence à être imposé à 45%. Dans les tranches de 45% qui sont atteintes, quoi. Et donc il payera l'impôt. Non, pas forcément. Là, en fait, quand on commence à atteindre des chiffres comme ça, on peut se poser la question des optimisations. D'ailleurs, vous faites le lien avec la suite sur les alternatives. Donc là, on résume un peu sur un tableau les différents points d'attention ou d'intérêt des différents statuts à creuser. Donc là, par exemple, ce qui peut être intéressant, quand on fait des chiffres comme ça, si c'est vraiment quasiment que du bénéfice, on peut passer en SASU. En passant en SASU, on va se sortir un salaire sur lequel on va payer pas mal de cotisations, mais qui va permettre d'activer les droits à la retraite, des choses comme ça. Et tout ce qu'on va laisser en bénéfice dans la société, on va pouvoir le passer en dividende. Si vous avez entendu de la flat tax, vous avez déjà entendu parler. La flat tax, ça permet de payer quasiment rien, en fait. Une flat tax, c'est-à-dire c'est 30% de flat tax. Donc les 30% de flat tax, c'est la CSG, la CRDS et 12,8% d'impôts. 80% sur les revenus. Ah oui, les taux de cotisation sont très élevés sur les salaires qu'on se verse en SASU, exactement. Donc en général, les gens qui se mettent en SASU, ils se versent un petit salaire et puis ils attendent la fin de l'année et là, ils récupèrent un gros pactole au moment des dividendes. Ils ont payé aussi l'IS avant, ils ont payé l'impôt sur les sociétés parce qu'on a un bénéfice, comme on a un bénéfice, si on choisit de le verser en dividendes, ces dividendes, on les impose. Enfin, ce bénéfice, plutôt, on l'impose à l'impôt sur les sociétés. Et le dividende, du coup, derrière, il est redistribué. C'est ce qui reste une fois qu'on a payé l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, aujourd'hui, il est à 25% en France, avec un taux diminué à 15% pour les 38 000 premiers euros. Et bon, tout ça, du coup, les différentes autres possibilités, les alternatives, je vous conseille d'aller voir
des experts comptables. Vous avez Number, là, par exemple, très bien. On travaille beaucoup avec eux. Pour tous les gens qui changent, justement, soit parce qu'ils ont dépassé les seuils, soit parce qu'ils se sont retrouvés dans une situation où c'était plus forcément intéressant d'être en micro-entreprise. Voilà. Du coup, si vous avez d'autres questions, je crois qu'on va les faire à l'extérieur, parce que le temps est passé. Mais n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions. J'y réponds volontiers. Je suis sur le stand de l'UAE aussi, encore jusqu'à 17h30, donc pas de souci. Merci.